Je croyais que la famille rimait avec loyauté, mais cette soirée m'a prouvé le contraire. Je m'appelle Cheryl Morgan, j'ai 35 ans et je suis cadre financière. J'ai gravi les échelons à la force du poignet dans le milieu de la tech à Boston. J'avais viré 60 000 $ pour payer la fête de promotion de mon petit frère au restaurant Harborview, un endroit chic pour célébrer son grand moment en tant que directeur de banque. Je m'attendais à de la gratitude, peut-être un petit signe de tête pour avoir réglé l'addition. Au lieu de ça, il a fait comme si je n'existais pas. Debout devant, un sourire narquois aux lèvres, il présentait un type comme le membre de la famille qui avait soutenu sa carrière, tandis que moi, on me reléguait à une table près de la cuisine. Mes parents se sont joints à lui avec des sourires en coin, me traitant de bon à rien devant une cinquantaine d'invités, banquiers, collègues, des gens qui comptaient pour lui. Je suis resté là, le visage en feu, tandis qu'il riait comme si c'était une plaisanterie. J'avais tout donné pour cette soirée et il m'avait effacé. Mais je n'ai ni pleuré ni crié. J'ai attendu. J'ai souri. J'ai alors ouvert mon application bancaire et annulé le dernier paiement de 40 000 $. Une heure plus tard, plus personne ne venait manger. Le bar a fermé et les 50 invités sont repartis affamés. Je me suis levé, j'ai pris le micro et j'ai dit les choses telles qu'elles étaient, plus fort que leurs mensonges. Vous voulez savoir la suite? Restez avec nous. Ça va être compliqué. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire dans quelle ville vous êtes et quelle heure il est. Je veux voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je me souviens encore de cet appartement vétuste de South Boston où le chauffage tombait en panne chaque hiver. C'est moi qui veillais à ce que Justine mange, même quand notre frigo ne contenait que des sachets de ketchup. À 35 ans, je repense à cet enfant qui se démène pour son frère. Mes parents étaient toujours surchargés de travail. Papa avec ses petits boulots, maman avec ses horaires de nuit au restaurant. Ils comptaient sur moi, l'aîné, pour maintenir l'équilibre familial. J'accompagnais Justine à l'école, je rafistolais ses baskets avec du ruban adhésif et je lui racontais des histoires de gratte-ciel dont nous serions propriétaires un jour. Il riait aux éclats, promettant qu'on réussirait ensemble. Quand Justine est entrée à l'université, c'est moi qui ai tout fait pour que ça se réalise. Je faisais des doubles journées dans un cabinet comptable du coin, économisant le moindre sou pour ses frais de scolarité. Je payais le loyer quand mes parents avaient des difficultés financières, même si cela signifiait renoncer à mes propres rêves d'études supérieures. Justine était reconnaissant à l'époque, il me serrait toujours dans ses bras en me disant « Ma sœur, je te rembourserai un jour ». Mais les choses ont changé quand il a décroché un poste dans une grande banque du centre-ville. À 30 ans, il a commencé à porter des costumes qui coûtaient plus cher que notre ancien loyer. Il appelait moins souvent et ses messages se faisaient plus rares. Je l'invitais à prendre un café, mais il disait être pris par des réunions importantes. Je l'entendais parler de sa nouvelle vie, de ses contacts importants, de notre passé derrière lui, comme si c'était une honte. Ça me faisait mal de le voir s'éloigner. Je le surprenais au dîner de famille, à énumérer les noms de ses supérieurs, comme si notre enfance était un secret honteux. Il parlait de son appartement chic, de ses nouveaux amis, sans jamais mentionner ma sœur, celle qu'il avait toujours soutenue. J'ai commencé à remarquer qu'il esquivait les questions sur notre famille, préférant raconter des histoires sur une enfance confortable. C'était comme si je disparaissais petit à petit. Je n'étais plus sa sœur, juste un souvenir d'une vie qu'il voulait oublier. Je me disais que ce n'était qu'une phase, qu'il allait changer d'avis. Mais au fond de moi, je le sentais. Justine me voyait comme un fardeau, quelqu'un qui ne collait pas à son nouveau monde idyllique. Pourtant, je continuais à le soutenir. Quand il a mentionné sa promotion, j'ai proposé de l'aider pour la fête. Non pas par obligation, mais parce que je croyais encore en celui qui m'avait promis qu'on réussirait ensemble. Je l'appelais, je lui demandais ce qu'il comptait faire, mais il me repoussait en disant « Ne t'inquiète pas, je gère ». Je lui envoyais de l'argent pour ses nouveaux costumes, pensant que ça nous maintiendrait proches. À chaque fois, il acceptait sans un merci, comme si c'était un dû. Je restais éveillé la nuit, me demandant à quel moment mon frère était devenu un étranger. Je repensais aux jours où je sautais des repas pour qu'il puisse manger, aux nuits où je gérais les factures de nos parents pendant qu'ils dormaient. Je voulais croire qu'il s'en souviendrait, qu'il se souviendrait de nous. Mais chaque message sans réponse, chaque appel esquivé me confirmait que Justine se construisait une vie où je n'avais pas ma place. J'en ai parlé à une collègue, je me suis confié à elle pendant le déjeuner. Elle m'écoutait, hochant la tête, et me disait « Ah Cheryl, tu en as assez fait ». Mais je n'arrivais pas à lâcher prise. Je continuais d'espérer qu'il me revoie comme quand nous étions enfants. Je l'imaginais à sa grande fête, levant peut-être son verre à ma santé et disant « C'est pour ma sœur ». Je m'accrochais à cette image malgré la distance qui s'installait. Je ne savais pas alors que cette fête allait tout changer, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi.
Le port de Boston scintillait derrière les fenêtres du restaurant. J'entrai au Harbor View, ma robe reflétant la lueur des lustres, prête à trinquer à la promotion de Justine. L'endroit bourdonnait d'activité. Une cinquantaine d'invités tirés à 4 épingles, des collègues échangeant des rires autour de verres qui s'entrechoquaient, et un groupe de jazz emplissant l'air d'une interprétation entraînante de « Fly Me to the Moon ». Les tables, nappées de blanc, étaient chargées d'assiettes de steaks grésillants. Que de homards fondantes et délicats beignets de crabes. Un festin digne des plus grandes réussites. J'avais tout organisé, virant $60 000 pour couvrir chaque détail, du champagne à volonté au dessert truffé au chocolat. Des semaines auparavant, j'avais rencontré Janet Porter, l'organisatrice d'événements, dans son bureau élégant. Nous avions épluché les contrats, choisi les menus et confirmé la liste des invités. Elle m'avait appelé cet après-midi-là, la voix claire, pour vérifier mon virement. J'éprouvais une immense fierté à l'idée que Justine lèverait son verre à ma santé ce soir, et prononcerait peut-être même mon nom. Mais quand j'ai aperçu Justine près de la scène, il m'a à peine regardé. Il m'a lancé un rapide « Salut, merci d'être venu », avant de jeter un coup d'œil à un groupe de costards derrière moi. C'était le genre de salutation qu'on adresse à une connaissance, pas à la sœur qui avait financé ma soirée. J'ai ravalé ma salive, me disant qu'il était juste pris par l'ambiance, en train de serrer la main à des personnalités importantes. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, saluant d'un signe de tête ses collègues, mais j'avais la gorge serrée. J'ai alors entendu Déborah et Philippe au bar, en pleine conversation avec un couple aux bijoux clinquants. Le rire de Déborah a percé la musique. Oh, elle donne un coup de main pour l'événement. Philippe a ajouté. Oui, elle est très douée pour organiser ce genre de choses. Il parlait de Mimi, qui avait vidé mes économies pour leurs boissons et leurs assiettes. Le mot « donner un coup de main » m'a brûlé comme une piqûre. J'avais payé chaque fourchette sur ces tables, et il me traitait comme une simple assistante. Déborah me lança un regard, son sourire narquois comme pour me provoquer. Philippe continuait de faire des courbettes, sans même remarquer que j'étais trop occupé à impressionner les collègues de Justine. Je serrai mon verre, le pied frais contre ma paume, mais je me forçais à afficher un sourire calme. Je ne voulais pas qu'il me voie craquer. Un client, un homme en costume à fines rayures, me tapota l'épaule pour me demander si je pouvais vérifier l'heure du dessert. Je fis un signe de tête, la mâchoire crispée, et répondis « Je ne suis pas avec le personnel, mais je les préviendrai ». La chaleur sembla s'intensifier, les notes du groupe de musique devinrent plus stridentes, mais je tins bon. Alors que je me dirigeais vers le bar pour me resservir, un serveur, un jeune homme aux yeux fatigués, croisa mon regard. Il ne dit rien, se contentant d'un petit signe de tête entendu, comme s'il avait tout vu. Ce geste discret me toucha plus profondément que je ne l'aurais cru, me ramenant à la réalité au milieu du chaos. Je pris une lente gorgée de whisky, le laissant apaiser mes nerfs. Justine, Déborah et Philippe pouvaient bien jouer leur jeu, mais je n'étais pas invisible. J'avais payé pour cette soirée et je comptais bien leur faire savoir. À 20h, la salle résonnait du tintement des verres. Le groupe de jazz du restaurant Harborview passa à un morceau plus lent et je me tenais à l'écart, observant Justine monter sur scène. Il empoigna le micro, un large sourire aux lèvres, et annonça « Je tiens à remercier une personne spéciale, comme un membre de ma famille. » Mon cœur s'emballa un instant, pensant qu'il allait enfin me remarquer. Mais il désigna un homme en costume impeccable et dit « Kevin Blake, celui qui m'a toujours soutenu dans toutes mes affaires. » La salle applaudit et Déborah et Philippe, non loin de là, rayonnaient comme des parents fiers. Déborah acquiesça, ajoutant « Kevin a été un pilier pour la carrière de Justine. » Philippe renchérit « Absolument, c'est presque de la famille. » Jay Sanis ma gorgeous sir. J'avais déboursé $60 000 pour cette soirée, et on me confiait mon rôle à un inconnu du nom de Kevin Blake. J'ai jeté un coup d'œil à ma place, relégué dans un coin près des portes de la cuisine où les serveurs s'affairaient avec leurs plateaux. Ce n'était pas simplement une mauvaise table. C'était un choix délibéré, comme si j'étais un invité de dernière minute. Je me suis assise, les mains tremblantes, essayant de me fondre dans le décor. Les clients autour de moi discutaient d'actions et de vacances, sans se douter que j'avais financé chacune de leurs bouchées. J'ai croisé le regard de Justine de l'autre côté de la salle, mais il a détourné les yeux, riant avec un groupe de banquiers. C'était comme si j'étais invisible, effacé de son monde. Déborah et Philippe ne m'ont même pas regardé, trop occupés à profiter de l'arrivée de Kevin. Une femme en robe scintillante s'est penchée vers moi et a dit d'une voix douce, décontractée. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire quand les desserts arrivent ?» a-t-elle demandé, me prenant pour une employée. J'ai figé mes joues, brûlantes de colère, et j'ai réussi à répondre. « Je ne travaille pas pour le restaurant, mais je vais prévenir quelqu'un. » Elle cligna des yeux, confuse, puis se retourna vers ses amis.
J'avais envie de crier que j'avais payé son assiette, mais je me retins. Alors que je me levais pour trouver un serveur, Déborah m'interpella de l'autre côté de la table. Elle éclata de rire, assez fort pour que les clients alentour l'entendent, et dit « Oh, ne t'inquiète pas. Elle a l'habitude de s'occuper de ce genre de petites choses. » Ces paroles étaient empreintes de moquerie, et quelques amis de Justine esquissèrent un sourire narquois, me dévisageant comme si j'étais la risée de tous. Philippe gloussa, ajoutant « Elle a toujours été douée pour les petites choses en coulisses. » L'humiliation me submergia. Je me rassis, les mains crispées sur la nappe. Chaque mot de Déborah était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. J'avais passé des semaines à préparer ça, j'y avais investi toutes mes économies, et maintenant, j'étais la risée de tous. Je regardais Justine, espérant qu'il interviendrait, qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter tout ça. Mais il continuait à faire des courbettes, serrant la main d'un grand homme en costume bleu marine. Thomas Cole, le patron de Justin. Thomas tapota l'épaule de Kevin et dit « Tu as là un type impressionnant, Justine. Il a clairement beaucoup contribué à ton succès. » Justine hocha la tête en souriant, sans même me jeter un regard. Thomas semblait sincèrement captivé par les questions de Kevin sur son rôle dans les affaires de Justine, buvant ses paroles. C'est là que j'ai compris. Justine ne m'oubliait pas seulement. Il m'effaçait délibérément de son histoire. Il s'était forgé une nouvelle image, lisse et brillante. Une image où je n'existais pas, où notre passé n'existait pas. Kevin était son sésame pour paraître impeccable, prospère, sans aucune trace de nos origines modestes. J'avais été là dans toutes les épreuves, toutes les nuits blanches à étudier, toutes les factures que j'avais payées pour le maintenir à flot. Mais maintenant, je ne représentais rien pour lui, juste une ombre qu'il voulait faire disparaître. Déborah et Philippe étaient complices, ravis de jouer le jeu pour réécrire l'histoire de notre famille aux yeux du public. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. Le groupe de jazz continuait de jouer, mais les notes semblaient lointaines, comme étouffées par l'eau. Je n'allais pas me laisser faire. J'avais payé pour cette soirée. Chaque verre, chaque assiette, chaque chanson. Ils pouvaient rire, ils pouvaient faire semblant, mais je n'en avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, mes doigts hésitants au-dessus de l'écran. Quelque chose montait en moi, une résolution silencieuse. Ils avaient fait leur premier pas, mais j'allais faire le mien. À 20h45, Janet s'est faufilée dans la foule, son blazer impeccable traçant un chemin vers moi, sa tablette affichant un écran de paiement. « Ah Cheryl, il faut que tu confirmes les 40 000 $ restants », a-t-elle dit d'une voix basse, mais urgente, comme si elle sentait la soirée vaciller. J'ai hoché la tête en sortant mon téléphone, mais quelque chose m'a fait hésiter. J'avais surpris une conversation plus tôt, près du bar, avec un collègue de Justine. Il avait dit que Justine nous avait expliqué que sa sœur s'occupait juste de l'organisation. Ces mots faisaient écho à la pique de Déborah, qui m'avait traité de bonne à rien. J'ai eu la nausée en réalisant que Justine avait répandu ce mensonge, me faisant passer pour une simple assistante et non pour celle qui avait financé toute sa fête. Pour me changer les idées, j'ai ouvert ma boîte mail et parcouru les messages de Janet concernant l'événement. Là, enfoui dans la liste des invités et les notes que Justine lui avait envoyées, mon nom n'apparaissait pas comme sponsor, ni même comme membre de la famille. Juste Cheryl, soutien événementiel, relégué en bas de la page comme une simple mention. Mon cœur battait la chamade, un mélange de rage et de trahison m'envahissant. J'avais investi 60 000 $ dans cette soirée, et Justine m'avait effacé de l'histoire, confiant entièrement mon rôle à Kevin Blake, son faux membre de la famille. Je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce, riant avec Thomas, son patron, comme s'il ne m'avait pas poignardé dans le dos. Mes doigts tremblaient en ouvrant mon application bancaire. L'écran de paiement des 40 000 $ restants s'affichait. J'ai repensé à chaque sacrifice, à chaque nuit blanche passée à travailler pour payer ses études, à chaque facture réglée pour nos parents. Et maintenant, ça. J'ai appuyé sur « Annuler », le cœur battant la chamade, comme si je venais de sauter d'une falaise. Une confirmation est apparue. Paiement refusé. J'ai expiré, un calme étrangement envahissant. J'avais réussi. Ils étaient allés trop loin, et je reprenais le contrôle. En quelques minutes, le rythme du restaurant s'est perturbé. Les serveurs ont cessé de faire le tour des tables avec leurs plateaux de homard et de steak. Le bar a fermé. Les barman secouaient la tête tandis que les clients agitaient leurs verres vides. Une femme en robe rouge, près de moi, a murmuré. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai commandé un martini il y a 10 minutes. » Un autre client, un homme à la cravate criarde, a grommelé à sa table. Il n'y a déjà plus de dessert. Le groupe de jazz continuait de jouer, mais la musique ne parvenait pas à masquer le malaise grandissant. Les clients ont commencé à se regarder, perplexes, leur conversation devenant plus acerbe. C'est censé être un événement chic.
Une femme en perles claqua des doigts assez fort pour que tout le monde l'entende. Je restai silencieuse, sirotant mon eau, observant le chaos se déployer depuis ma table d'angle. Un couple près de la sortie prit ses manteaux en grommelant contre le mauvais service. Un autre groupe suivit leur voix, se plaignant des assiettes vides et du bar désert. L'atmosphère de la salle changea, le glamour initial laissant place à l'irritation. Justine était toujours près de la scène, d'abord indifférent, mais je vis son sourire s'effacer lorsqu'un serveur lui chuchota quelque chose. Déborah et Philippe, entourés d'un groupe d'invités, semblaient perplexes tandis que les plaintes se faisaient plus fortes. Je croisai le regard de Janet de l'autre côté de la salle. Elle fronçait les sourcils, tapotant sa tablette, essayant visiblement de comprendre ce qui s'était passé. Je ne bougeais pas, ne dis rien. C'était leur faute, pas la mienne. La tension était palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Les invités ne riaient plus. Ils consultaient leur téléphone, chuchotant qu'ils allaient partir. Je me rassis, les mains immobiles, observant la soirée parfaite de Justine se défaire. Il avait bâti son image sur des mensonges, mais j'avais tout simplement mis fin à tout ça. Ils avaient vite compris qui avait vraiment organisé cette soirée et qui l'avait gâchée. Le groupe de jazz laissa échapper quelques notes hésitantes. Dans la salle du restaurant Harborview, l'atmosphère se détendait, les invités murmurant tandis que les assiettes et les verres vides s'empilaient. Je me suis levé, les jambes bien ancrées malgré l'angoisse qui me prenait à la gorge, et je suis allé sur scène. J'ai saisi le micro sur son pied, le métal froid me rassurant. La foule s'est tue, 50 paires d'yeux se tournant vers moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Je dois mettre les choses au clair. J'ai payé 60 000 $ pour cette fête. Chaque assiette, chaque verre, chaque note que vous avez entendue ce soir. » Des murmures d'étonnement ont parcouru la salle. J'ai gardé une voix claire et ferme. Je suis Cheryl, la sœur de Justine, pas une simple assistante. J'ai financé cet événement de A à Z pour le célébrer. Je me suis tourné vers Justine, qui restait figée près de Thomas, son patron. Mais Justine, Déborah et Philippe ont passé la soirée à faire comme si je n'existais pas. J'ai continué. Ils m'ont traité de bonne à rien. Je vous l'avais dit, quelqu'un d'autre soutenait sa carrière. J'ai pointé Kevin du doigt, qui s'est agité, mal à l'aise. Cet homme, Kevin Blake, n'est pas de la famille. Moi, si. J'ai toujours été là pour Justine, et ils m'ont effacé. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce, l'air lourd de stupeur. Le visage de Thomas s'est assombri. Ses yeux se plissant vers Justine, la déception se lisant sur son front. Les invités chuchotaient, certains se penchant en avant, d'autres serrant leur téléphone, sentant déjà qu'une histoire allait se produire. Déborah s'est avancée, la voix sèche. « Cheryl, ça suffit », a-t-elle lancé, essayant de me faire taire d'un geste, mais je n'ai pas bronché. J'ai serré le micro plus fort, mes mots couvrant son interruption. « Non, Déborah, tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Tu as ri en me traitant de bonne à rien devant tout le monde. Philippe t'a soutenu et Justine a laissé faire. » Ma voix est restée ferme, chaque syllabe prononcée avec détermination. « J'ai payé tes boissons, ton repas toute la soirée, et tu m'as remercié en mentant. » Le visage de Déborah s'empourpra, sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Philippe se tenait à côté d'elle, son charme habituel disparu, remplacé par un regard crispé. Justin balbutia, le visage blême. « Cheryl, je ne voulais pas. » Commença-t-il, mais sa voix se brisa, s'éteignant dans le néant. Il regarda Thomas, puis la foule, cherchant une issue, mais il n'y en avait pas. Les invités étaient fascinés, certains secouant la tête, d'autres murmurant d'incrédulité. Une femme en robe argentée, près de l'avant, sortit son téléphone, filmant le mouvement rapide de ses doigts tapotant l'écran. Un autre invité, un homme en costume gris, fit de même, son appareil photo crépitant tandis qu'il immortalisait l'expression stupéfaite de Justine. Je vis la lueur des écrans s'illuminer dans la salle, l'instant se propageant déjà en ligne, irrésistible. Je me suis redressé, le micro toujours à la main, laissant la vérité faire son chemin. Thomas croisa les bras, le regard rivé sur Justine, qui semblait avoir reçu un coup de poing. Les chuchotements des invités s'intensifièrent, leur choc se muant en jugement. Je n'avais rien à ajouter. Leur réaction parlait d'elle-même. J'avais passé des années à soutenir Justine, et maintenant, j'avais mis à nu le mensonge qu'il avait bâti. La salle semblait vibrer sous le poids de cette révélation, tous les regards étant braqués sur moi, non pas comme celui d'une simple assistante, mais comme celui qui avait maintenu cette soirée à flot, et celui qui venait de la faire voler en éclats. À 22 heures, le restaurant était à moitié vide. Le Harborview, autrefois si animé, résonnait du cliquetis des assiettes abandonnées tandis que les invités laissaient échapper leurs plaintes, la voix rauque. Plus de vin. Ridicule,
grommela un homme en blazer de velours en attrapant son manteau. Une femme, non loin de là, souffla. J'attendais mieux pour un événement comme celui-ci. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, le groupe de jazz s'était arrêté net, laissant place à un silence gênant qui accentuait la tension. Je me tenais près du bord de la salle, observant les conséquences de mes paroles, le cœur encore battant la chamade après mon entrée en scène. Thomas prit Justine à part près du bar, le visage sévère. « Tu m'as dit que Kevin était ton principal soutien, » dit-il d'une voix basse mais cinglante. « Pourquoi n'as-tu pas mentionné ta sœur? C'est elle qui a tout payé. » Son regard transperçait Justine, qui se tortillait mal à l'aise, les mains dans les poches. Justine marmonna quelque chose à propos d'un malentendu, mais l'expression de Thomas ne s'adoucit pas. « L'honnêteté est primordiale dans ce milieu, » ajouta-t-il en se détournant, laissant Justine fixer le sol. J'observais l'échange de l'autre côté de la salle, une lueur de satisfaction mêlée à ma colère. L'image soigneusement construite de Justine était en train de se fissurer, et il le savait. Déborah et Philippe, debout près d'un groupe de tables vides, tournèrent leur fureur contre moi. Déborah s'éloigna d'un pas décidé, claquant des talons. « Tu es une saboteuse, Cheryl », cracha-t-elle assez fort pour que les clients encore présents se retournent. « Tu as gâché la soirée de ton frère avec ton coup bas. » Philippe hocha la tête, le visage rouge. « On fêtait Justine, et tu as tout ramené à toi, » dit-il en me pointant du doigt. Leurs mots me blessèrent, mais j'en avais assez de leurs mensonges. Ils m'avaient traité de simple employé, avaient effacé mon rôle, et maintenant ils me faisaient passer pour la méchante. Je restais droite, la mâchoire serrée, refusant de me laisser déstabiliser par leurs accusations. Je pris mon sac et me dirigeai vers la porte, leur voix s'estompant derrière moi. Je ne me retournai pas, ne leur donnant pas la satisfaction d'une réponse. L'air frais de la nuit me saisit lorsque je sortis du port de Boston, qui scintillait sous les réverbères. Mon téléphone vibra dans ma main, le nom de Justine s'affichant à l'écran. « Je suis désolé, Cheryl. »« Je ne le pensais pas », disait le message. Mon pouce hésita au-dessus du bouton « répondre », mais le souvenir de ces mensonges, me qualifiant de simple employé et confiant mon rôle à Kevin, me traversa l'esprit. Je supprimai le message sans hésiter. La poitrine serrée, mais résolue. En marchant vers ma voiture, j'aperçus Janet près de l'entrée, sa tablette encore allumée. Elle a attiré mon attention, son expression mêlant frustration et résignation. « Les contrats sont officiellement annulés, » dit-elle d'une voix sèche. « Les factures restantes sont maintenant à la charge de Justine. » J'acquiesçai, le poids de ma décision s'installant en moi. J'avais payé 60 000 $ pour aider Justine à réussir, et il m'avait enterré. Il allait maintenant devoir payer la facture, au sens propre comme au figuré. Les lumières du restaurant vacillaient derrière nous, ombre du glamour de la soirée, et je continuais mon chemin, laissant tout cela derrière moi. Une semaine plus tard, mon bureau était un havre de paix. Le bourdonnement de mon ordinateur et le doux cliquetis de ma tasse de café manqueraient loin du chaos du restaurant Harborview. Un courriel d'Hélène Shaw, une collègue à qui je m'étais confié des années auparavant, apparut. « Cheryl, tu as bien fait », écrivait-elle. Il fallait du courage pour leur tenir tête. Je te soutiens. Ces mots me réchauffèrent le cœur, me rappelant que je n'étais pas seul. Les encouragements d'Hélène, la première voix bienveillante depuis cette nuit-là, me donnèrent la force tranquille d'avancer. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre après la fête. Sa carrière en a pris un coup. Thomas l'a rétrogradé, invoquant des problèmes de confiance après que la vérité ait éclaté. Les réseaux sociaux diffusaient sans relâche des extraits de mon discours, accompagnés de hashtags traitant Justine d'imposteur. Il s'est retrouvé avec une facture de 40 000 $ pour la partie impayée de l'événement, une dette qu'il ne pouvait esquiver. J'ai entendu dire qu'il s'efforçait de se justifier auprès de ses collègues, mais le mal était fait. Son image soignée, bâtie sur des mensonges à propos de Kevin et moi, s'est effondrée sous le poids de ces vidéos virales. Déborah et Philippe n'ont pas échappé aux conséquences. Un journal local a publié un article sur le drame familial survenu lors du gala, les désignant comme les parents qui avaient minimisé la générosité de leur fille. Leur cercle social s'est réduit comme peau de chagrin. Leurs amis ont cessé de les inviter au brunch et aux événements caritatifs, leur nom étant désormais associé au scandale. J'ai vu une photo d'eux lors d'une collecte de fonds, debout, mal à l'aise et seuls, leur charme habituel n'ayant pas réussi à attirer les foules. Ils avaient passé des années à profiter de la notoriété de Justine, mais à présent, ils étaient plongés dans son ombre, exposés pour leur trahison. Kevin, lui aussi, a disparu de la circulation. Il séchait les événements professionnels, son nom entaché par l'association avec la supercherie de Justine. Des rumeurs circulaient à son sujet. Ses collègues s'interrogeaient sur son rôle, se demandant s'il avait été complice du mensonge. Justine ne se vantait plus de lui,
leur soi-disant lien familial s'étant dissous aussi vite qu'il s'était construit. Je ne voulais pas en savoir plus. Kevin était leur problème désormais, pas le mien. J'ai bloqué le numéro de Justine, puis ceux de Déborah et de Philippe. Leurs appels et messages ont cessé au bout de quelques jours, et je me suis sentie plus légère, comme libérée d'un poids que je portais depuis trop longtemps. Je me suis plongée dans le travail, peaufinant une présentation qui a finalement reçu l'approbation de mon chef. Après le travail, je retrouvais des amis pour boire un verre, riant d'anecdotes sans aucun rapport avec les drames familiaux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre de construire ma vie comme je l'entendais, entourée de personnes qui m'appréciaient. Avec le recul, j'ai appris une dure leçon. La vraie famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. Justine, Déborah et Philippe me l'ont prouvé. On ne peut pas tenir la loyauté pour acquise, même de la part de nos proches. Poser des limites, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question de dignité. J'avais tout donné à des gens qui ne me voyaient pas vraiment, mais je ne laisserai plus jamais ça se reproduire. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà dû poser des limites à votre famille? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci.